Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce vendredi 29 avril, j'étais l'invité de CNews pour un débat qui portait en particulier sur le résultat de l'élection présidentielle et sur les élections législatives. Il y avait aussi un déplacement d'Emmanuel Macron dans un village. Je vais vous couper tous les moments où on va sur le déplacement d'Emmanuel Macron parce que honnêtement, on n'entend pas grand-chose. C'est pas très intéressant et donc je préfère que vous laissiez la partie de la vidéo qui se concentre sur le débat qu'il y avait avec les gens en plateau. Donc il y aura pas mal de coupures dans cette vidéo. Si vous voulez voir la vidéo complète, je pense qu'elle est disponible sur le site de CNews. Et franchement, c'était un peu... ça coupait sans arrêt, donc c'était vraiment très désagréable. Je vous laisse du coup juste la partie débat. Sachez que la partie débat, elle n'est pas hyper agréable non plus, parce que il y avait un membre de la majorité présidentielle et un membre du Rassemblement national qui étaient l'un comme l'autre très... virulent, disons qu'il parlait fort, il se coupait la parole, c'était pas très clair. Donc voilà, j'ai essayé entre ces deux qui se battaient entre eux d'en placer une de temps en temps pour porter des points de programme. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Franchement, je garde pas un super souvenir de ce plateau par rapport à d'autres où je trouve que c'est possible de développer des propos. Là, franchement, je suis moins convaincu. Je vous laisse regarder, comme toujours, et puis je vous retrouve à la fin. Antoine Léaumont, bonjour. Bonjour. Orateur national de la France Insoumise. Jean-Alain Capelle également présent. Bonjour. Vous êtes député européen du Rassemblement national. Édouard Riancipel. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Territoire de Progrès de la majorité. Et Arnaud Benedetti, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Emmanuel Macron en Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. La question, c'est quel accueil pour le président de la République qui opère son deuxième déplacement depuis le début de la semaine. Visite privée pour tout d'abord honorer la mémoire de sa grand-mère qui est décédée en 2013 et aussi une séquence publique car Emmanuel Macron va se rendre dans quelques instants sur le petit marché de Barbazan. Débat. Antoine Léaumont, le président jupitérien, c'est terminé. Disons jusqu'à la fin des élections législatives, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Enfin, il est encore en campagne, c'est normal, il essaye d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Nous allons essayer d'obtenir, nous, une majorité à l'Assemblée nationale. Ça va être compliqué, non, je pense pas. Parce que les questions qui sont posées par les habitants de ce village dont vous parliez, dont parlait tout à l'heure votre personne en duplex. Oui, signore, ouais. Voilà, merci beaucoup. C'était la question des pouvoirs d'achat. Et sur cette question-là, M. Macron n'a absolument rien fait. Ni l'augmentation du SMIC, il est contre, ni le blocage des prix, il est contre. Donc, vraiment, pour les questions qui sont... L'inflation encore en hausse, 4,8%, on l'a vu ce matin, jamais vu depuis 37 ans. Vous voyez, les chiffres de la croissance nous donnent raison. Parce que les chiffres de la croissance sont en stagnation. À cause de quoi ? À cause de la baisse de la consommation populaire. Donc si on veut relancer la consommation populaire, le meilleur moyen, c'est d'augmenter les salaires, augmentation du SMIC, augmentation du minimum vieillesse et augmentation de la retraite. Édouard Riancipel, il y a ce sentiment que le président de la République veut multiplier les déplacements, multiplier les messages. Avant ce week-end, on se rappelle, dimanche, le 1er mai, un week-end qui s'annonce forcément très social. Peut-être le troisième tour. Vous savez, je crois qu'on a là le Emmanuel Macron que l'on connaît et que l'on aime. Celui qui est toujours au contact des Françaises et des Français. On n'a pas trop vu pendant la présidentielle. Je pense pas. Je pense qu'on l'a vu. Et d'ailleurs, les résultats sont là. Plus 4 points en 2022 par rapport à 2017, 28 au lieu de 24, et plus 1,6 million de voix de Français cette fois-ci par rapport à 2017. Et un score plus que large, net, près de 60% des Français qui ont quand même choisi de le prendre pour président de la République et de parer la route à l'extrême droite nationaliste française. Donc je crois qu'on a là le Emmanuel Macron que l'on connaît, l'homme qui aime être au contact des Français, qui pourrait l'être tous les jours si la fonction présidentielle et les responsabilités de président de la République ne le conduisaient pas à assumer ses fonctions. Il est à la fois, comme président réélu, la clé de voûte du système, comme disait le général de Gaulle, du système politique. Il est chef de l'État, chef des armées. Et tous ceux qui parlent de jupitériens n'y comprennent pas grand-chose. J'entends, et je les appelle à vérifier. Le 1er mai, c'est dimanche, et vous savez déjà que les syndicats ont appelé à une mobilisation massive, et vous avez compris qu'il n'y aura clairement aujourd'hui pas d'état de grâce. Mobilisation massive de quoi et de qui ? Des syndicats, je parle. Qui appellent à une mobilisation massive. Nous voulons bien qu'ils se mobilisent pour le dialogue auquel le président de la République les a tous invités, toutes les forces vives, en particulier sur les questions des retraites et pour toutes les questions sociales. Vous savez, Emmanuel Macron... Il n'a pas, malgré lui, ressoudé effectivement ce corps syndical. Vous savez, il a une qualité ou un défaut, c'est comme vous voulez pour un homme politique, c'est qu'il dit ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il dit. Est-ce qu'il écoute ? Donc quand non seulement il écoute, et il a dit aux Français, je vous ai compris. J'ai compris le message du premier tour. J'entends la demande sociale, de considération. J'entends bien sûr la question du pouvoir d'achat. Et j'avais pas besoin de vous entendre, je le voyais déjà. J'ai pris les mesures nécessaires puisque le minimum vieillesse a été revalorisé avant les élections. Un bon porte-parole, La prime activité, c'est un métier.
Et surtout quand on y croit. Et vous le faites bien. Merci. Je le transmettrai, vous le transmettrez à qui de droit. J'ai la ligne directe, bien sûr. Tant mieux. C'est ça, vous voyez, rapport direct avec les Français, vous avez le rapport direct avec le président, tant mieux. Non, mais au-delà des boutades, ce qui compte vraiment, c'est qu'on sait ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Il a augmenté le pouvoir d'achat des Français, il a augmenté la prime activité. Mais ça, c'est pas vrai. La retraite des agriculteurs a été portée à 1 000 €. S'il y a eu un président qui a été ultra interventionniste, au point qu'on peut le comparer quand même à Roosevelt pendant la crise. C'est pas le message qu'il reçoit sur le terrain quand il est interpellé par les Français. Le résultat du terrain, c'est qu'il est arrivé en tête du premier tour et qu'il est président de la République réélu. Pardon, c'est juste historique. Il n'y a que le général de Gaulle qui a réussi à se succéder à lui-même avec une majorité sortante. Mitterrand et Chirac avant. 54% pour c'est avec Mitterrand. une cohabitation. 58% pour Macron. Mais Giscard, il avait été élu avec 50,8%. Personne n'avait dit qu'il était illégitime ou qu'il était... Jean-Alain Capelle. Il y a une autre réalité, c'est qu'il y a 42% de gens qui ont donné leur voix sur le nom de Marine Le Pen. Elle a recueilli, laissez-moi terminer, si vous commencez à me couper au bout de 3 mots, elle a recueilli 13,3 millions de voix d'électeurs français qui ont dit non à Emmanuel Macron. C'est ça la réalité des choses aussi. Des gens qui ne veulent plus d'un président qui était celui du saccage social, qui était celui de la saignée fiscale, qui était celui du recul du pouvoir d'achat, qui était celui qui dit la réforme à la retraite à 65 ans, je la mettrai en place si je suis réélu. Ces gens-là ont dit stop à Emmanuel Macron. Alors moi je veux bien qu'il soit en campagne, Emmanuel Macron qui fasse ses opérations de communication comme il a l'habitude de le faire. Il découvre un peu la réalité. Je rappelle quand même que Marine Le Pen est arrivée en tête dans 20 000 communes en France. Elle est arrivée aussi en tête dans l'outre-mer. Il devrait aller aussi en outre-mer. 70% en Guadeloupe, 60% aux Antilles, bien sûr. Au deuxième tour. Au premier tour, c'était Jean-Luc Mélenchon qui était élu président. Je suis en train de parler du vote contre Emmanuel Macron. Donc enfin bon. Je rappellerai quand même que Marine Le Pen est arrivée au second tour. Non, mais je comprends. Mais dans les outre-mer. Non, mais attendez, je vous rappelle juste un fait. Dans les outre-mer, au premier tour, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est président de la République. Et au second tour, c'était Marine Le Pen. Et au second tour, elle a gagné le second tour. C'est pas Emmanuel Macron. Ça c'est clair. Il est clair. Ce que je voudrais dire. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Non mais c'est bien le débat, mais si franchement on se coupe la parole en permanence, allez-y. C'est insupportable pour les téléspectateurs. Donc maintenant c'est bien qu'il découvre la réalité, mais maintenant qu'il a réglé les problèmes de service public en effet, qu'il a réglé les problèmes de pouvoir d'achat, qu'il a réglé et surtout qu'il écoute les Français, parce qu'il l'a dit dans sa déclaration, je vais écouter les Français, et ces 42% ne sont pas pour moi anodins, j'en tirerai aussi des conclusions. Mais écoutez, moi j'attends maintenant qu'ils prennent des décisions surtout pour régler les problèmes des Français. Les élections législatives dans toutes les têtes le mois de juin, c'est déjà demain, augmentation du SMIC à 1 400 € net par mois, retraite à 60 ans, planification écologique, 6ème République. On dirait notre programme, non ? Mais aussi non-respect de certaines règles européennes. La direction du Parti Socialiste souscrit, on l'a appris hier avec ce document, aux propositions du programme de la France Insoumise en vue d'un accord aux législatives. Mais l'heure n'est pas encore à un accord électoral. Écoutez le sentiment d'Alexis Corbière, c'était chez nos confrères d'Europe 1. Le Parti socialiste a répondu aux points qui pour nous étaient importants pour engager une discussion politique. Nous on veut pas des choses. Points de programme. Ouais. On parle programme là, on parle programme, on parle idée, on parle projet pour le pays, on parle comment on change la vie concrètement pour les gens qui nous parlent. On parlera circonscription après. La cuisine, la tambouille. Je dirais, c'est ça qui sature tout le monde. Évidemment, tout ça aura des conséquences parce qu'il s'agit à partir de créer une dynamique politique dans laquelle chacune des forces est respectée, se retrouve. Et nous prenons l'engagement, évidemment, nous l'avons dit, que chaque force aura un groupe parlementaire. Arnaud Benedetti, est-ce que ce probable accord, en tout cas c'est en bonne voie, c'est bien parti, ça marque la fin définitive du Parti Socialiste? Le Parti Socialiste n'a pas le choix que de trouver un accord avec la France Insoumise, parce qu'il y va de la survie de son groupe parlementaire. Les financiers? Clairement. Olivier Faure pense comme un c'est chef financier, c'est d'entreprise. politique. Les deux vont ensemble d'une certaine manière. Mais c'est aussi politique parce que quand on regarde le score du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dans un certain nombre de circonscriptions qui ont envoyé en 2017 des députés PS, il est clair que la survie de ces députés PS passe entre autres par un accord avec la France Insoumise. Donc ça acte surtout, j'allais dire, un renversement, cette fois-ci, qui est véritablement, j'allais dire, objectivé dans les urnes, du rapport de force au sein de la gauche. En tout cas, du rapport de force sur cette scène politique nationale. Sur le plan territorial, c'est autre chose. Mais sur le plan national, clairement, Jean-Luc Mélenchon a imposé son leadership et j'allais dire, la condition d'existence des députés socialistes passe par cet accord. Clairement. Alors après, on voit bien qu'il y a quand même
des nuances sémantiques quand on entend un certain nombre de responsables socialistes. Parce que Jean-Luc Mélenchon fait clairement campagne sur le fait qu'il est, disons, le leader à gauche naturel pour devenir le Premier ministre d'Emmanuel Macron si la gauche l'emportait aux prochaines élections législatives. Ce n'est pas tout à fait le discours que utilisent et qu'emploient bien évidemment les responsables socialistes pour l'instant. Les responsables socialistes disent qu'ils veulent favoriser la victoire de la gauche sans prendre du tout pour l'instant, j'allais dire, de pari sur le nom d'un futur Premier ministre. Bonjour Delphine Pineda, merci d'avoir patienté. Vous êtes socialiste et membre du mouvement Réinventé, mouvement qui a été créé il y a quelques jours par Julien Drey que l'on vient d'écouter. Justement, cet accord LFI socialiste s'il vient à être entériné, est-ce que cela signe la mort officielle du Parti socialiste ? À mon avis, oui, parce que quand on fait un accord, il faut que les deux parties soient à égalité programmatique et qu'il y ait des discussions sur les fondamentaux de chacun. Or, c'est pas le cas. Le Parti socialiste aujourd'hui est très pauvre en matière de lignes directrices et de structuration idéologique. Pour un socialisme... Ceux qui disent que le Parti socialiste, au vu de ses scores au second tour de l'élection présidentielle, moins de 2%, clairement, ils ne sont pas remboursés, n'ont pas d'autre choix. Ils ne seront pas remboursés, mais s'allier avec la France insoumise, c'est ne pas être remboursé et c'est aussi perdre son âme. Donc il y a un énorme travail à faire pour rebondir, mais en gardant son âme. Parce que si on perd son âme socialiste et si on se met derrière la France insoumise, c'est la France insoumise qui prend le devant. Et moi, je ne suis pas militante de la France insoumise, sinon j'y aurais été directement. Il y a des choses pour lesquelles je ne suis absolument pas d'accord avec eux. Je suis social-démocrate, donc voilà. Et s'effacer derrière la France insoumise, ça va peut-être pendant un temps aider le parti à se sauver, mais à terme, absolument pas. Au contraire, on va se faire bouffer par la France insoumise. Antoine Léaumont, vous répondez quoi justement à Delphine Pineda qui dit que cet accord avec la France insoumise, c'est quelque part perdre son âme? Alors déjà, si j'ai bien compris, je ne sais pas si vous êtes membre du PS ou pas. Elle est socialiste, tout à fait. D'accord. Oui. Membre du bureau national. C'est pas comment vous avez dit, une absorption. C'est pas ça dont il s'agit. On a, vous l'avez vu, des points de convergence avec le Parti socialiste. On parle du SMIC à 1 400 € net. On parle de la retraite à 60 ans. J'ai regardé un peu le détail de ce qui était dit dans ce petit texte. Sur l'Europe, ça va être plus compliqué quand même. Bah, écoutez, même pas. Sur l'Europe, il est dit à la fin de ce texte que il va évidemment y avoir des règles de l'Union européenne qui ne sont pas en accord avec ce programme-là et que ça sera pas la première fois qu'un pays désobéit aux règles de l'Union européenne. Donc, je pense qu'il y a déjà un premier point qui est intéressant, c'est ces convergences programmatiques. C'est un pas majeur qui est fait, mais qui est fait non pas au service d'un parti ou d'une collection politique. C'est fait au service du peuple français. Parce que le SMIC à 1 400 €, il y en a besoin. Parce que la retraite à 60 ans, il y en a besoin, parce que la 6e République, il y en a besoin. Et on voit bien aujourd'hui, dans la situation politique dans laquelle on est, avec un pays divisé en 3 politiquement, combien on a besoin de changer les institutions de notre pays, parce que c'est pas possible de continuer avec ce système du scrutin majoritaire à 2 tours, ou à 400 000 voix près, en l'occurrence cette fois-ci, mais ça pourrait être à 1 voix près, eh bien le 3e est éliminé de ce second tour. Donc, priorité au direct, effectivement, avec Emmanuel Macron qui entame sa 2e visite en tant que président cette semaine. C'était Cergy mercredi, cette fois-ci c'est dans les Hautes-Pyrénées, en Bigorre. Il va y passer une bonne partie de la journée. Il est aux portes de Tarbes, au sud-est de la ville. Ça s'appelle Barbazan Débat, et il va effectivement déambuler, s'offrir quelques bains de foule sur le marché avec ce déplacement qui est consacré notamment au terme de la ruralité. Édouard Dorian-Sipel, vous souhaitez réagir, vous, en tant qu'ancien député PS? Oui, le PS est devenu le parti soumis aux insoumis. Et aujourd'hui, ils ont totalement abandonné avec cet accord sans équilibre tout ce qui est constitutif du socialisme humaniste, du socialisme démocratique. Pourquoi vous dites sans équilibre? Antoine Léaumont vous dit non. Du Parti socialiste depuis Jean Jaurès, Léon Blum et François Mitterrand. Aujourd'hui, sur 3 points majeurs, sur 3 points, mais jamais Mitterrand n'aurait fait ça. Vous imaginez François Mitterrand se jeter dans les bras du Parti communiste dominant?
Enfin, c'était la seule façon de ne jamais accéder au pouvoir. C'est exactement ce que n'ont pas compris aujourd'hui les membres de la direction du Parti socialiste. Ils se jettent dans les nouveaux communistes ou les néo-communistes que représente aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, cette gauche radicale dont le seul but est d'avaler complètement la gauche, mais sans jamais arriver au pouvoir. Pas du tout, c'est l'inverse. Il y a 3 points fondamentaux sur lesquels on rompt avec toute la tradition du socialisme démocratique, de la social-démocratie républicaine. C'est sur l'Europe. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'est pas clair et demande à désobéir aux traités européens, donc d'être en rupture sur l'Europe. Et on va écouter l'OTAN, votre candidat qui a été réélu président. Regardez. Et ça, ce sont des points majeurs. C'est là-dessus que François Mitterrand avait tenu face aux communistes. Il n'avait jamais cédé tout en rassemblant l'Europe d'une part, écoute Emmanuel Macron, la défense en direct. française d'autre part. Voilà pour cette première séquence à Barbazan, effectivement dans les Hautes-Pyrénées, du président qui part encore une fois et sans surprise au contact des Français, chose qu'il a peut-être trop peu fait, en tout cas c'est mon sentiment, en tout cas pendant le premier tour de l'élection présidentielle. Arnaud Benedetti. Il prépare les législatives, clairement, parce que, si vous voulez, il prend acte d'abord du fait qu'il sait comment il a été élu. Donc ça ne lui a pas échappé. Il sait aussi qu'il y a quand même une opinion publique qui reste malgré tout dubitative sur cette élection. Et on a entendu aussi des attaques en illégitimité. Quand on regarde un certain nombre de sondages, une majorité de Français qui souhaiteraient lui imposer une cohabitation. Ça, c'est une réalité. Ce qui était vrai d'ailleurs en 2017 aussi, pour le coup. Ce qui ne lui a pas empêché d'avoir une majorité absolue. Voilà. Mais c'est toujours le cas, je pense. Mais alors, après, le problème pour lui, c'est qu'en effet, il est sur le terrain. Alors, il était sur le terrain en début de semaine, il était lundi, où il était où ? Il était dans une circonscription qui avait voté majoritairement au premier tour en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, il est dans la ruralité. La ruralité, ça a été rappelé, c'est que c'est vrai, on a vu une montée en puissance, et d'ailleurs depuis de nombreuses années, mais qui s'est encore confirmée lors de ces 2 tours de l'élection présidentielle, en faveur de Marine Le Pen. Donc il faut qu'il arrive aussi à parler à cet électorat-là. Alors en plus, actuellement, il a un Premier ministre qui est en suspens, puisque certes, il a un Premier ministre qui est Jean Castex, mais c'est pas ce Premier ministre qui va mener la campagne des législatives. Donc, il occupe le terrain. Il occupe le terrain et il essaye de parler finalement à ces électorats qui sont des électorats qui sont en attente d'une réponse sociale à la question sociale. Parce qu'il était dans les quartiers populaires. Il y a une forme de question sociale qui s'y pose. Il est dans la ruralité, il y a une autre forme de question sociale qui s'y pose, qui a été notamment la question sociale qui a émergé au moment du mouvement des Gilets jaunes. Donc voilà, c'est un président en campagne qui retarde un peu le temps, finalement, du début de la campagne, parce que, à mon sens, le début de la campagne, il sera véritablement effectif le moment où le Premier ministre sera nommé. Donc là aussi, il réutilise peut-être la recette qu'il avait utilisée durant la présidentielle, retarder le plus le temps de... On a demandé à Jean Castex de rester encore un petit peu effectivement aux commandes. Occuper le terrain, Jean-Alain Capelle, c'est la meilleure des réponses, justement, à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon, qui ont eu des mots très forts, voire même très durs au soir du second tour. Oui, mais la séquence électorale n'est pas terminée, il y a un 3e tour. Le 3e tour, vous l'avez dit, ce sont les 12 et le 19 juin, il y a l'élection législative où les Français peuvent choisir une majorité parlementaire qu'il défendra. Ils peuvent inverser encore les choses, ou ils peuvent surtout éviter que Macron ait les pleins pouvoirs. Donc ils peuvent organiser un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Moi je souris un petit peu dans l'alliance qu'il y a entre les socialistes, la France insoumise. Ils ont appelé à voter Macron. Non. Donc ils sont dans le système, ils sont discrédités, ils ont appelé à voter Macron. Ils ont dit pas une voix. Je peux vous dire pourquoi, si vous voulez. Non, mais je vais aller au bout de mon propos. Ils sont totalement discrédités, ils sont dans le système. Ce que vous avez dit est faux. Et ils portent la responsabilité de la retraite à 65 ans. Ils portent la responsabilité du RSA. Vous voulez la faire de 62 à 67 ans. C'est là le problème. Et l'hypocrisie, bien évidemment, de cette gauche-là. J'aimerais aussi savoir quelle est la position commune qu'ils ont sur le communautarisme, sur la régularisation des clandestins, sur la complaisance avec une partie de l'islamisme radical. Ça, c'est des questions. Et sur, quelquefois, la haine anti-flic aussi, d'ailleurs, qu'on pourra rajouter dans tout cela. Mais oui, on va y aller. Parce que là, c'est finalement le vrai portrait de la France insoumise. Eduardo, on s'y pète. Enfin, je termine. Le 12 et le 19 juin, nous disons Français, mais allez-y, faites-nous élire un maximum de députés et on vous défendra à l'Assemblée nationale. Vous êtes pas plus en difficulté au Rassemblement national que la France insoumise. Je ne le crois pas. Vous voyez la différence ? Je ne le crois pas.
on est arrivé au second tour avec 42% et vous avez suffrages. perdu, monsieur. C'est vous qui avez fait gagner monsieur Macron. Et je pense que, très sincèrement, nous aurons un groupe très important qui permettra de défendre les Français. C'est la responsabilité que nous avons. C'est 256 pour moi pour Emmanuel Macron. Ça fait 2 fois que Marine Le Pen arrive au second tour. Ça fait 2 fois que Marine Le Pen perd. Nous avons la démonstration. Vous perdez avant, hein. Nous avons perdez dès le premier tour, vous. Alors, excusez-moi. Nous avons la démonstration que dans le cadre de la Ve République, votre parti est incapable de l'emporter face aux forces libérales. Excusez-moi, vous perdez à chaque fois au premier tour. Alors, pas de leçon. On verra aux élections législatives. Avançons, La France insoumise, en fait, c'est la France soumise, on l'a bien compris. On l'a bien compris, mais clairement, dans ce que vous dites, vous ne portez pas l'objectif de gouverner le pays. Vous dites, faisons élire un maximum de députés. Ça, c'est pas un programme de gouvernement. Un programme de gouvernement, il faut proposer un Premier ministre, un programme et faire en sorte d'avoir de quoi gouverner le pays. Nous, notre objectif, il est encore de mettre en place la retraite à 60 ans. Et puisque vous avez parlé de la retraite, monsieur, je rappelle que dans votre programme à vous, la retraite, elle est de 62 à 67 ans. Donc c'est pas beaucoup mieux, c'est pas beaucoup mieux qu'Emmanuel Macron. De 60 à 62 ans, monsieur. Maintenant, je vais dire pourquoi nous. De 60 à 62 ans. Je veux dire pourquoi nous avons dit pas une voix pour Marine Le Pen. Parce qu'il existera toujours entre vous et nous une différence fondamentale. C'est que nous ne sommes pas prêts à diviser le peuple français sur la base de la religion ou de la couleur de peau. C'est ce que vous essayez de faire sans arrêt et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc il était normal d'appeler à voter contre vous. Maintenant, nous avons réussi à vous faire battre. Nous espérons empêcher Emmanuel Macron de gouverner en ayant une majorité à l'Assemblée nationale. Et peut-être être le premier parti d'opposition et d'avoir la main, j'imagine, sur la commission du budget. Édouard Riancipel. C'est vrai que c'est la deuxième fois que Marine Le Pen échoue et perd l'élection présidentielle au second tour. Et c'est vrai aussi que c'est la deuxième fois que Jean-Luc Mélenchon échoue et est éliminé dès le premier tour. Ça, c'est une réalité politique. C'est une réalité politique et je pense que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas gouverner, il ne crée pas les conditions pour le faire. Il est trop dogmatique, il ne veut pas rassembler, il veut soumettre de manière très claire dans une sorte, vous savez, de tentative d'imposer une monarchie absolue et radicale à toute la gauche française. Le sentiment qu'on a aujourd'hui avec tout ça, c'est qu'il y a une grande rupture presque morale de la part du Parti socialiste. Parce que ce qui est le plus dérangeant dans cette affaire, et que les socialistes n'ont pas médité là-dessus, en tout cas la direction socialiste, c'est que le point le plus dur aujourd'hui, le plus frappant, le plus dur à accepter, c'est que les socialistes s'allient avec une force politique qui aujourd'hui nous explique qu'ils arrêteraient de donner des armes et de livrer des armes à l'Ukraine. Ça, c'est une faute politique majeure. Ils ne sont pas clairs là-dessus. Vous avez vu le tweet de Carole Delga ? Ils ne sont pas clairs sur l'OTAN. Comment le Parti socialiste peut abandonner tout ce qui fait son identité politique ? Voilà ce que dit Carole Delga. Où est passé Léon Blum ? La présidente socialiste du Conseil régional d'Occitanie. La morale en politique interdit que stratégie et convictions divergent. Elle fuse pour des motifs d'opportunité transitoire. C'est ce que j'appelle la vérité. Et justement, elle fait allusion clairement à Léon Blum. On en parle dans un instant, juste après. Carole Delga a 1000 fois raison. Eduardo, Léon Blum n'avait pas livré des armes aux brigades internationales durant la guerre d'Espagne. On est d'accord, et c'était une erreur et ils l'ont payé cher. C'est pas ça qui s'est passé. Mais en tout cas, il a gardé la vieille maison d'abord en 1920. Léon Blum garde la vieille maison. Il ne permet pas aux socialistes d'aller vers le Parti communiste qui se fondait à ce moment-là. Et aujourd'hui, la direction socialiste fait l'inverse de Léon Blum et de Mitterrand. C'est une erreur stratégique. Et on en parle dans un instant. Bien sûr, on se projette sur les élections législatives et on sait que ce week-end va être hautement social avec ce premier mai qui a lieu dimanche. Je vous parlais justement de cet accord, c'est bien parti, entre le PS et LFI. Et c'était une réaction assez vive de Carole Delga. Je vous relis son tweet. La morale en politique interdit que stratégie et convictions divergent, fusent pour des motifs d'opportunité transitoire. C'est ce que j'appelle la vérité, a dit donc la présidente socialiste du Conseil régional d'Occitanie. Vous souhaitez réagir ? Oui, parce que le socialisme, historiquement, c'est la conquête de droits sociaux. Notre programme est un programme qui propose la conquête de nouveaux droits sociaux. La retraite à 60 ans, c'est juste la récupération de ce qu'avait fait François Mitterrand en 1981. Donc, j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal quand quelqu'un qui fait partie de la majorité est en train d'essayer de faire des leçons au Parti socialiste, parce que le Parti socialiste essaye de converger, de trouver un moyen de venir avec l'Union populaire pour essayer de prendre le pouvoir. Et on écoute Emmanuel Macron sur le terrain. Je vous donne la parole juste après. Voilà, Emmanuel Macron qui va au contact sur ce petit marché, ce bain de foule. Et c'est moins animé effectivement que mercredi quand il était du côté de Cergy. Mais c'est déjà la deuxième fois qu'il se fait interpeller par quelqu'un sur notamment sa gestion de la crise Covid. Oui, parce que... Sans surprise ? Écoutez, quand on a mis 25 000 soignants sur le carreau, qu'on a suspendu ou qu'on a licencié parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, alors qu'on a réalisé que le vaccin n'était finalement pas finalement le rempart
contre la circulation du virus, oui, ça pose un problème, bien évidemment, ça pose un problème. Donc il se fait interpeller, justement. Mais il a fait de bonnes choses, Emmanuel Macron. Moi, j'ai toujours reconnu, notamment, sur les aides qu'il a pu apporter aux entreprises pendant la crise sanitaire. On l'a toujours reconnu. Il y a des bonnes choses qu'il a pu faire. Mais en revanche, il a raté quand même un certain nombre de choses. Il a menti aux Français concernant les masques. On a eu une pénurie terrible qu'ils nous ont cachée à travers leurs mensonges. Quand Marine Le Pen, au début de la crise, disait il faut fermer les frontières pour essayer de réguler la circulation de virus, on l'a raillé. Eh bien, elle avait raison, puisqu'on a fini par le faire, comme l'ensemble des pays du monde. Il y a un certain nombre de choses qui ont été des échecs, et je ne parle pas de la stratégie de négociation de l'Union européenne sur les vaccins. Ça a été un véritable flop. Le petit mot qu'il a eu, effectivement, emmerdé, si je puis dire, les oui. Français, en tout cas sur le plan stratégique. Et ce côté bouc émissaire, peut-être, concernant les non-vaccinés. Édouard Dorian-Sipel. Moi, je trouve ces images très intéressantes. Elles confirment ce qu'on sait déjà du président de la République pendant la campagne et après l'élection. C'est que les gens l'interpellent. Et ça, c'est très positif. Le pire en politique, c'est que l'indifférence. C'est quand on vous demande plus rien. Parce que là, il n'y a plus d'espoir, on n'attend plus rien. Même ceux qui... Et certains vont vous dire, je crois, sur ce plateau, qu'il est sur le terrain parce qu'il y a quand même des enjeux, à commencer par les législatives dans un mois, et qu'après, on ne le reverra plus. Excusez-moi. Il va rester dans sa tour d'ivoire. Excusez-moi. Bienvenue en France. Le pays politique que nous connaissons, où on est au contact, et c'est une tradition française comme ça, qui se répète tous les 5 ans à chaque élection présidentielle, à chaque élection locale, à chaque élection législative. Voilà, on est un peuple politique, un peuple qui aime aller au contact. Voilà, on est cette synthèse gallo-capétienne qui fait la France ce qu'elle est et la beauté de ce qu'elle est. Moi, je trouve intéressant, ça veut dire que quand il y a une demande comme ça, même de quelqu'un qui apparaît opposé, c'est qu'il y a une attente. C'est qu'on espère et qu'on attend que le président réponde aux aspirations, même qu'on n'a pas voté pour lui au premier tour. Et qu'est-ce que je lis derrière le message du premier tour? Permettez-moi de terminer. Le vote Mélenchon d'une part et le vote Marine Le Pen d'autre part dégage 2 choses importantes auxquelles le président de la République doit répondre et auxquelles il est en train de répondre, à laquelle il est en train de répondre. C'est un message social. Parce que Marine Le Pen, c'est plus l'immigration la première motivation du vote. Un message social avec quelle mesure, Édouard Dorian-Sipel? Concrètement, avec quelle mesure? Quand il décide... Ça va pas être avec les retraites, en tout cas. Mais quand il décide... vous rigolez. Il a dit qu'il était ouvert au dialogue. Moi, je suis heureux de voir qu'il y a un président de la République qui est capable de corriger, d'ajuster, d'écouter et de dialoguer. Vous préférez un président dogmatique? Vous préférez un leader... Il va rembourser la dette ou pas? Est-ce qu'il va rembourser la dette ou pas? Édouard Dorian-Sipel, est-ce qu'il va, pendant les 5 prochaines années, rembourser la dette ou pas? Mais 600 milliards. Je pense que la dette, elle sera remboursée pas simplement par nous, mais si par les Européens en général et sur le terrain interne. On parle de 75 milliards d'euros d'économies. Pardon, messieurs, on a changé de monde. On a changé de monde avec la pandémie. Je termine. On a changé de monde. On n'est plus dans le même monde. Il y a eu la pandémie qui est passée par là et il y a la guerre aujourd'hui au cœur de l'Europe. Mais il reste les chiffres. Ça est un changement double de paradigme. Il n'y a que 200 milliards qui sont liés au Covid. On intervienne plus. C'est une révolution européenne et de mentalité européenne qui est en train de se produire. Et Emmanuel Macron est en première ligne de cette révolution européenne où l'intervention politique devient majeure. La Banque Centrale Européenne fera la politique monétaire nécessaire pour accompagner les pays, protéger nos peuples, protéger l'Europe. C'est évidemment la stratégie d'autonomie stratégique. Si vous voulez passer de 3,6% de taux d'endettement effectivement du PIB à 1%, on parle de 75 milliards d'euros de coupe. Arnaud Benedetti, je donne la parole juste après. On va parler de la dette du côté de Mélenchon. Il y a quelque chose de très important, il faut attendre pour savoir quelles sont les orientations d'Emmanuel Macron dans les semaines et dans les mois qui viennent. C'est la nomination de son Premier ministre. La nomination de son Premier ministre nous dira d'abord quelle coloration il entend donner au débat et à la bataille des législatives. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, surtout, quelle coloration il entend donner au début de son mandat. Parce que finalement, on a eu une élection présidentielle qui a été une élection présidentielle qui a quasiment fait passer sous les radars à la fois quand même l'évaluation du bilan d'Emmanuel Macron. Il a été extrêmement habile là-dessus et on l'a vu notamment lors du débat avec Marine Le Pen où quand même on a passé son temps à parler du projet de Marine Le Pen mais non pas finalement du bilan d'Emmanuel Macron. Et ensuite, finalement, il y a quand même, sur la question du projet d'Emmanuel Macron, autant le projet, si vous voulez, en 2017 était assez clair. Le projet d'Emmanuel Macron en 2017, c'était un projet qui était un projet clairement réformiste, qui avait pour objectif d'adapter la France à un certain nombre de standards internationaux et européens. Et de ce point de vue-là, il était, disons, il était très audible et très lisible. Là, on a un Emmanuel Macron qui fait un peu plus avec les circonstances, c'est-à-dire qu'avec les rapports de force politiques. Et finalement, on ne sait pas aujourd'hui véritablement quelle est la nature de son projet. D'où véritablement, je pense, l'importance de la nomination du Premier ministre, qui sera quand même une indication, à mon avis, essentielle pour comprendre dans quelle direction il souhaite aller. Antoine Léaumont, vous avez une idée de la direction ? Non, moi je vais revenir sur plusieurs choses qui ont été dites tout à l'heure. Parce qu'on dirait qu'Emmanuel Macron n'a jamais gouverné ce pays.
Enfin, c'est incroyable. On nous parle de quelqu'un qui va au contact des Français. Attendez, laissez-moi finir. Je vous ai laissé finir patiemment. Vous faites comme s'il n'y avait pas d'élection. Je sais bien, pour vous, c'est illégitime. Bien sûr que si. Mais ça, c'est la tradition de l'extrême gauche. Vous voulez pas laisser finir une phrase? Allez-y, Antoine Léaumont, s'il vous plaît, on vous écoute. Vous voulez pas de débat. Je sais bien que. Si, je veux bien, mais acceptez-le dans votre sens aussi. Monsieur Macron a gouverné pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, il a gouverné d'une manière extrêmement autoritaire. Je rappelle, puisque vous parlez de la question sociale, qu'il a essayé de faire la retraite à points en plein milieu de la crise Covid avec un 49.3. Ça commençait tout juste. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décident ça en Conseil de ministres pour essayer de le faire passer. Heureusement, grâce à la mobilisation sociale, nous avons réussi à vous empêcher de faire ce projet. Et j'espère très bien que les 12 et 19 juin, nous allons mettre en place une majorité qui non seulement va revenir sur ça, mais en plus faire la retraite à 60 ans. Je vois pas comment vous arrivez en fait sur 105 circonscriptions, même si vous additionnez toutes les voix de la gauche, ça fait 160. Dans 423 circonscriptions, nous avions 12,5% des inscrits. Nous sommes en capacité d'être au second tour. Et contrairement à Marine Le Pen, nous sommes capables de gagner des seconds tours puisque les Français ont envie de se rassembler sur des questions sociales. Je vous ai laissé parler, j'aimerais répondre. Monsieur Macron est aussi celui qui a gouverné pendant la crise sanitaire par un conseil de défense qui est soumis au secret défense, d'accord? Donc si on nous parle de quelqu'un qui est au contact des Français démocratiques, pendant les élections, d'accord, pendant 5 minutes, pourquoi pas, mais pendant 5 ans, non. C'est pas ça la manière de gouverner d'Emmanuel Macron. Vraiment, il est temps dans ce pays qu'on change de système et qu'on mette en place une 6e République. Jean Lacapelle. Vous avez vu les chiffres ce matin de l'inflation 4,8%. Sur un an. 26. On n'a plus vu ça depuis 37 ans. Plus 27% sur les produits d'énergie. Plus 4% sur l'alimentaire. Les Français ont du mal à boucler les fins de mois depuis très longtemps. Je vous coupe. Cet échange du président Macron près de Tarbes avec, on n'a malheureusement pas entendu grand chose, mais c'était une séquence, m'a-t-on dit effectivement sur les retraites avec quelqu'un qui a interpellé le président Macron. Et encore une fois, c'est une preuve que c'est un des sujets principaux en ce début de quinquennat, en ce début de mandat pour le président Macron. Et je pense que dimanche, on entendra beaucoup parler. Antoine Léaumont. Tout à fait. Et il y a en réalité 3 choix dans cette élection législative. Il y a un choix qui est avec Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire, la retraite à 60 ans. Il y a un choix qui est avec M. Macron et sa majorité, la retraite à 65 ans. Et il y a un choix avec Mme Le Pen qui est 62 à 67 ans, si on suit le tableau que vous avez rendu public. 62 ans. Non, 62 à 67. Écoutez, regardez le tableau que vous avez fait. À 60 ans, si on a commencé à moins de 20 ans, en tout cas. 60 ans, si vous avez commencé votre carrière avant 20 ans. 60 ans, c'est l'exception. Jusqu'à 62 ans. 60 ans, c'est l'exception, mais c'est 62 ans. Et avec les années de cotisation que vous voulez mettre en place, ça fait la retraite jusqu'à 67 ans. Vous connaissez pas notre programme. Développé. Donc, si jamais vous voulez la retraite à 60 ans avec 40 annuités, pas en fonction de je sais pas quoi, des trucs compliqués, si vous voulez la retraite à 60 ans à taux plein avec 40 annuités, il y a une personne en l'occurrence, il y a des candidats pour lesquels il faut voter, c'est ceux de l'Union populaire. Vous qui avez voté Emmanuel Macron, vous l'aurez à 65 ans la retraite. Mais moi, ce que je voulais revenir sur, en effet, les problèmes d'inflation. Je disais plus 5% sur un an. L'inflation, les produits alimentaires, les prix de l'alimentaire ont flambé. Plus 27% sur les produits d'énergie. Bien sûr, les Français ont du mal à boucler les fins de mois. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a exprimé une colère. Il y a 10 millions de pauvres. Il y avait 9 millions au début du quinquennat dernier de M. Macron. On a 1 million de pauvres supplémentaires. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Emmanuel Macron dit qu'il écoutera les candidats qui ont été ses adversaires. Marine Le Pen proposait la baisse de la TVA de 20 à 5,5%. Elle proposait la suppression de la TVA sur un panier de produits alimentaires et d'hygiène sur les produits de première nécessité. Est-ce qu'il va l'écouter là-dessus? Et puis, puisqu'il va sur le terrain pour essayer d'écouter, de prendre la température, il y a le problème de la démocratie aussi qu'il la règle. Il avait promis 2 fois la proportionnelle, il ne l'a jamais appliqué. Il avait promis la Banque de la démocratie, il ne l'a pas créée. Il avait promis le référendum, il ne l'a pas mis en place. Tout ceci a provoqué une crise de la démocratie. Il va falloir qu'il résolve tout cela. Aujourd'hui, il doit apporter ses réponses. On voit que le président part encore une fois, Édouard Dorian-Sipel, au contact, ou encore cette épineuse question des retraites dont on va beaucoup entendre parler ces prochaines semaines. Oui, le président est sur le terrain, au contact, au dialogue, à l'écoute des Français, dans l'explication et la discussion. Je crois que c'est ce qu'on attend d'un président de la République proche des gens et qui peut répondre aux messages des Français. Il va vraiment y aller sur les retraites ? Mais vous savez, je pense que d'abord, j'ai envie de dire quelque chose de très simple. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont un problème commun, chacun de leur côté. Macron. C'est l'hyper-radicalité d'une part et le manque de crédibilité d'autre part. Sur les retraites ? Et d'ailleurs, sur les retraites et sur tout. C'est la raison pour laquelle Mélenchon a été éliminé au premier tour. Pour la deuxième fois, les Français ne sont pas totalement fous. Comment et c'est la vous raison allez pour faire laquelle, sur cette question des retraites, pour la deuxième fois consécutive, ils ont barré la route à Le Pen. Ils ne sont pas davantage fous là-dessus non plus. Il n'y a que les plus de 65 ans qui sont pour le dialogue cette qui compte. réforme. Comment vous allez Mais le 65 ans ou 64 ans est un chiffre abstrait qui n'a pas de réalité. Il n'y a que les gens qui sont à la retraite qui sont pour. Voilà, comment vous allez faire ? Ne vous confrontez pas avec les carrières longues d'une part dont ne cesse de parler le président de la République et la pénibilité d'autre part. Quand vous écoutez les différents rapports, les rapports disent qu'il n'y a pas d'urgence sur les retraites. Comment vous faites ?
Comment vous faites quand vous écoutez les différents rapports? On entend qu'il n'y a pas d'urgence sur cette question des retraites. Est-ce qu'il ne faut pas assumer peut-être et dire que c'est une manière de remplir les caisses? Pardon, y compris avec cette proposition de retraite à 65 ans, Emmanuel Macron est arrivé en tête et très largement au premier tour, il gagne le second tour. Et il a dit, j'ai entendu le message social du premier tour, à la fois chez Jean-Luc Mélenchon et chez Marine Le Pen, et je suis prêt au dialogue parce que je suis pas un homme sectaire, je suis pas dogmatique, dit le président de la République aux Français. Enfin, on veut pas du dogmatisme de Mélenchon et du sectarisme et de la radicalité de Madame Le Pen. Enfin, c'est aussi simple que ça. Les Français, ils ont tranché. C'est pas comme s'il n'y avait pas eu d'élection en France. On croit rêver quand on entend. Alors, je sais bien que Madame Le Pen veut aller dans la rue. Maintenant, elle croit qu'il y a un troisième tour. Il n'y a pas de troisième tour. Il y a des élections législatives. Et les Français, croyez-moi, on demandera une majorité pour ce faire. Mais je pense moi, je suis certain que les Français donneront une majorité. Rapidement, s'il vous plaît. Ensuite, c'est Arnaud Benedetti. Très, très rapidement. Mais M. Macron croit même pas en ce qu'il dit. Il nous dit à la fois, il faut faire la retraite à 65 ans parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et je vais faire le plein emploi. S'il fait le plein emploi, on peut financer la retraite à 60 ans. Il ne croit même pas en ce qu'il dit. Personne ne croit ce qu'il dit. Même pas. Mais non, mais c'est. Non, mais les gens ne croient pas que vous ferez le plein emploi. C'est aussi quand même à un moment donné de donner des gages à l'électorat le plus réformiste qui a voté pour lui et qui le soutient depuis finalement 2016 et 2017. Et c'est vrai que cet électorat réformiste peut se sentir frustré par le quinquennat qui vient de s'achever parce qu'il considère qu'en effet, il n'en a pas eu assez, j'allais dire, pour son argent, pour son vote en l'occurrence. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, quand même, quand on regarde sur la question des retraites, c'est extrêmement intéressant de voir qui, générationnellement, est aujourd'hui favorable, finalement, à cette réforme des retraites. Sans juger, j'allais dire, du bien fondé ou pas de cette réforme, c'est quand même essentiellement les gens qui sont à la retraite. C'est-à-dire que c'est un électorat de seniors qui a d'ailleurs largement plébiscité Emmanuel Macron lors du premier et comme lors du second tour, qui est aujourd'hui favorable plutôt à ce type de mesures. Donc vous savez, pour un président de la République qui certes a la nécessité de rassembler le pays, ça c'est le discours, il faut à un moment donné aussi être en mesure de satisfaire l'électorat qu'il a porté à l'Élysée. Donc il est aujourd'hui, si vous voulez, pris dans cette contradiction à la fois comment je fais pour être le président rassembleur dont je veux démontrer qu'il a finalement appris des fractures du pays, du quinquennat, et c'est un peu ce qu'il fait actuellement depuis une semaine dans cette communication, et en même temps, il faut qu'il soit en mesure de parler aussi, en même temps, vous voyez, on revient toujours aux fondamentaux, d'une certaine manière, de parler à cet électorat-là. Ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué. Juste un mot sociologique, un dernier point. On parle de l'électorat. Juste un mot sociologique. Je rappelle un chiffre, parce qu'il y a des fausses choses qui sont dites partout. Je rappelle quand même qu'un jeune sur 5 âgé de 18 à 24 ans a voté Emmanuel Macron au premier tour. Un jeune sur 5, 20% des jeunes en France ont voté Macron. 34%. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont voté. Non, pas 34, 31. Ah, si, 34. 31 Le Pen et 26 Mélenchon entre 18 et 24 ans. Mais n'importe quoi. Alors vous voyez les faits. Il y a combien de jeunes qui ont voté? Il n'y a aucun problème. Mais quand on dit que les jeunes ne sont pas avec Macron, pardon, il y en a 1 sur 5 qui a voté Macron au premier tour. Entre 18 et 24 ans, il a un bloc quand même populaire, un solide ancrage populaire dans son électorat. Il est peut-être en dessous de celui de Mme Le Pen et de M. Mélenchon, mais il est quand même à 20% des jeunes en France, alors qu'il fait 28 dans la population générale. Ça ne veut pas dire que les jeunes qui ont voté. Ça ne veut pas dire que les jeunes ont voté. Ça ne veut pas dire que les jeunes qui ont voté pour lui sont favorables à la réforme des retraites. On parle de la réforme des retraites. Je dis simplement qu'il y a quand même 20% qui ont voté pour lui. Il y a une écrasante majorité de Français qui sont opposés à cette réforme de retraite. Il l'a suspendue lors du premier quinquennat parce que les Français sont descendus plusieurs jours dans la rue. Ce qu'il faut que les Français sachent, avant que les carottes soient totalement cuites, c'est que le deuxième quinquennat, il n'aura plus la peur de ne pas être élu et qu'il ira au bout de ses obsessions. Et il a une obsession, c'est cette rotation de talent. C'est lui en même temps, il veut aussi laisser une trace, j'imagine, quand on est. Écoutez, pendant 5 ans, il a divisé les Français, il a méprisé les Français, il a insulté les Français. Mais je respecte le choix des Français. Vous parlez comme si les Français ne savaient pas ce que vous dites. Vous les prenez pour des idiots. Mais vous prenez vraiment les Français pour des billes. Moi, ce que je sais, il y en a 13,3 millions. Il y en a 13,3 millions qui n'ont pas voulu d'Emmanuel Macron. Et cela, il faut les respecter. Vous prenez les Français pour des idiots qui savent pas ce qu'ils font. Emmanuel Macron, il ira au bout de ses obsessions. Il a toujours été comme cela. Il n'a jamais respecté le peuple français. Il ne le fera pas plus pendant 5 ans. C'est pour ça que je dis aux Français, le 12 et le 19 juin, vous avez la possibilité, en mettant un bulletin de vote Rassemblement national, d'avoir une véritable opposition au sein de l'Assemblée nationale. Faites-le, on vous défendra. Les Français n'ont pas voulu de l'extrême droite nationaliste et de manière très nette. C'est un coup très dur pour vous. C'est pour ça qu'il faut que vous méprisiez. C'est pour ça qu'il faut mépriser les 14 millions de Français. On ne vous laisse pas passer. C'est comme ça. Écoutez, excusez-moi, dans l'émission. Les Français ont été clairs. Je suis fier du peuple français. C'est
c'est une fierté nationale d'avoir barré la route au Le C'est d'un Pen. mépris, cher Voilà, monsieur. près de Comme 60%. à l'image de votre patron. Et on va récupérer les Français qui ont été votés pour vous sur la demande du pouvoir d'achat. On va pas les lâcher. Cher On va monsieur, les récupérer. cher monsieur, Parce que nous, on sait ce Je vais qu'on a vous en commun. rappeler, je vais vous rappeler qu'à Perpignan, On n'est pas du qu'à camp Fréjus, nationaliste. qu'à Beaucaire, qu'à On n'est pas de la nation que dans toutes ces organiciste. villes-là, Nous sommes non seulement républicains. ces collectivités Merci. ont été gagnées par l'Assemblée nationale, mais en plus nos scores se multiplient et progressent. Oui, Ce qui veut dire que quand on est, battu ce qui veut dire que sévèrement. quand on est une Ce collectivité, sont les Français qui nous ont mis une tôle, c'est pas longtemps. Moi, j'aimerais bien qu'on prenne un peu de hauteur parce que je pense Oui, que ça les serait bien. gens qui nous écoutent, ils vous voient vous batailler sur on a fait tant, machin. On est dans un système politique où il y a un premier tour et un second tour. Et au premier tour, ceux qui ont voté ou ceux qui n'ont pas voté, parce qu'il y a en réalité 4 blocs dans le pays, il y a quand même énormément de gens qui se sont abstenus dans cette élection et qui se sont abstenus au second tour et qui ont voté blanc au second tour également. Donc, il n'y a pas on a gagné, on a raison contre tout le monde, etc. Vous voyez bien que si le système politique avait été différent et si ça avait été une proportionnelle intégrale, on serait dans une situation compliquée pour gouverner le pays. Les commentateurs de foot, Donc, vous refaites le match à la place des joueurs et des électeurs. Je refais pas le match. C'est très arrogant de dire ça. Non, moi, je trouve après, ils ont le droit de poser la question, ça a été promis, ça n'a pas été fait. Je trouve que c'est vous. Mais excusez-moi, il y a un type qui a été élu. Enfin, excusez-moi, c'est la démocratie. Il y a un président élu. Maintenant, il y a des législatives. J'entends sur le procès en illégitimité, mais alors. La démocratie, les Français ont le droit de majorité ou pas. Nous verrons. Vous dites d'un côté savoir à fracturer le pays en quelque sorte. Vous dites d'un Parce côté. qu'il n'écoute pas. Le choix des Français démocratiques, c'est fracturé. Excusez-moi. Vous-même, Merci à tous les 4, on se retrouve dans un instant pour la suite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à partager cette vidéo et à mettre des petits pouces bleus si elle vous a plu. Et puis comme toujours, je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Parce que je les lis, ça m'intéresse, ça m'apprend plein de choses. Et je pense que pour cette émission-là, j'attends de voir ce que vous en avez pensé. Mais je pense à mon avis, on a à peu près le même avis sur le sujet. Et allez, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!